Notre société, comme toute société d'ailleurs, a des tabous. Et parmi ces tabous, il y en a un qui est plus flagrant que les autres, c'est celui de la traite négrière. Les gens vont trouver plusieurs façons d'y réagir. D'un côté, on a la gauche, qui est dans une dynamique d'autoculpabilisation permanente et de culpabilisation des autres. De l'autre côté, on a une droite qui commet la même erreur mais à l'envers, qui consiste à glorifier un passé mal compris. Encore d'un autre côté, on a la diaspora noire africaine qui hérite de ce passé directement, mais qui, par une sorte de complexe d'infériorité historique, a de la peine à sortir d'un ressentiment borné. C'est comme si la diaspora noire africaine avait peur d'avoir honte de son passé, alors que cette peur n'a pas lieu d'être. En fait, peu importe le groupe social dans lequel on se trouve, il y a une sorte d'hémiplégie partisane qui entrave tout débat sérieux, qui empêche toute dynamique d'émancipation théorique, parce que la théorie c'est aussi une émancipation. Comprendre son histoire théoriquement, c'est donner une assise théorique à sa propre émancipation. C'est mieux comprendre sa condition pour mieux pouvoir en sortir. Et donc, pour ce faire, il faut sortir de la pensée binaire, et il faut rentrer dans la pensée dialectique. Il faut adopter une posture intelligente. Il faut mettre de côté son appartenance communautaire, son sentiment d'appartenance communautaire. Il faut mettre de côté ses névroses personnelles. Il faut mettre de côté son narcissisme. Il faut faire abstraction de tout ça pour ouvrir la porte de la clairvoyance historique. Donc pour commencer, l'esclavage et les rapports de domination économique en général ont existé dans absolument toutes les civilisations. C'est un fait universel qui s'explique par une seule chose, c'est qu'à un moment donné de son histoire, à un moment donné de son développement, l'humanité a fait surgir des surplus. Et sur la base de ces surplus, elle a fait intervenir le stockage. Et le stockage, c'est la condition sine qua non de toute exploitation économique. Le stockage est la condition de l'exploitation économique, de la domination politique, bref, c'est le début de l'aliénation de l'homme. C'est le moment où l'homme a commencé à traiter les objets comme des personnes. Et à force, il en a fini par traiter les personnes comme des objets. C'est le début de l'économie. C'est ce moment où la production des hommes et la distribution de la production n'est plus organisée en fonction des besoins immédiats de chacun, mais par l'intermédiaire d'objets qui viennent voiler les rapports sociaux. La marchandise, c'est pas quelque chose d'anodin. C'est un envahissement qui s'infiltre par tous les interstices des rapports sociaux. C'est donc une problématique universelle, d'accord. Les Noirs n'ont pas le monopole de la souffrance esclavagiste, bien entendu. Mais, s'ils n'ont pas ce monopole-là, il faut admettre une chose, c'est que cette traite-là, et cet esclavage-là, tel qu'il a été pratiqué en Amérique et en Occident, présente une spécificité. Et même deux spécificités. La première, c'est qu'il s'inscrit dans un cadre capitaliste. La marchandise est au centre de cet esclavage-là et de cette traite-là. Il ne faut pas oublier que derrière la traite négrière, il y a le commerce triangulaire. Et que l'esclavage, ce n'est pas l'homme qui devient une marchandise, c'est la marchandise qui devient un homme. C'est la prédation douce du commerce qui engendre la prédation dure à l'égard de la vie humaine, telle qu'on l'a vu dans les Antilles et au sud des États-Unis. Et la deuxième grande spécificité de cette traite, c'est qu'elle a été celle qui a débouché sur le commencement de l'abolitionnisme mondial. L'Europe, c'est le continent qui a fait apparaître le plus violent des esclavages, parce qu'il s'est effectué sur 3 continents et de manière massive, avec une intensité particulière, mais c'est aussi le continent qui a fait surgir un abolitionnisme définitif à travers le monde. Et cet abolitionnisme, il est allé tellement loin que c'est aussi en Occident qu'on trouve les premiers peuples à se culpabiliser de l'avoir commis, cet esclavage. Mais c'est malveillant et pas très pertinent de juger les systèmes du passé avec les lunettes du XXIe siècle. Mais c'est tout aussi stupide de la part de la droite de relativiser les horreurs de sa civilisation en mettant en lumière les horreurs des autres civilisations, comme si elles avaient la même temporalité, les mêmes conditions environnementales, les mêmes conditions historiques, les mêmes espaces. Par exemple, certains aiment dire que la traite arabo-musulmane a duré 13 siècles, qu'elle a été plus massive, plus longue et peut-être pire que la traite transatlantique. Ça, ils adorent le dire. L'esclavage arabo-musulman a été beaucoup plus doux que l'esclavage en terre américaine et en terre occidentale en général. Comment il l'explique ça ?
Est-ce qu'ils sont même capables d'expliquer les raisons pour lesquelles, en terre d'islam, la traite est plus dure, mais l'esclavage est plus doux? Ça s'explique pas par des raisons biologiques, ni par des motifs de piété religieuse, ni par des motifs raciaux ou génétiques. Ça s'explique par le matérialisme historique. Il faut arrêter avec ces débats stériles qui pullulent sur les réseaux sociaux et qui cherchent à expliquer qui a la gentille religion, la bonne religion, comme si les habitudes, les pratiques multiséculaires des peuples s'expliquaient par les intentions des acteurs, par la subjectivité des acteurs, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut nier la hiérarchie bien réelle et les différences bien réelles qu'il y a dans les rapports de domination entre telle religion ou telle religion, entre telle civilisation et telle civilisation. Cette hiérarchie, elle existe bel et bien. Et de toute manière, le pouvoir lui-même admet la hiérarchie des souffrances, puisque, il faut le rappeler, l'affaire Grenouillot, ce n'est pas l'affaire Forisson. La loi Taubira, ce n'est pas la loi Guesso. La hiérarchie, elle existe de facto, quand on condamne une personne plus qu'une autre, selon qu'il parle de la Shoah, de la traite transatlantique ou de la traite arabo-musulmane. Tout le monde voit bien que l'antiracisme est une arme qui n'a pas la même puissance selon la communauté qui l'utilise. Donc notre société, elle est hypocrite au point d'admettre spontanément, par sa pratique, la hiérarchie des souffrances, mais lorsqu'on le prononce, lorsqu'on l'énonce verbalement, là elle s'effarouche. Mais revenons maintenant sur le sujet central de la vidéo. Est-ce que les juifs sont responsables de la traite négrière? Pour y répondre, il faut d'abord partir de la traite arabo-musulmane. On sait, c'est de notoriété publique, que les terres islamiques sont négrophobes. On a en Tunisie par exemple des proverbes terribles du genre que Dieu ne noircisse pas nos matrices. Moi personnellement je l'ai appris au collège donc ce poème terrible et odieux dans lequel il décrit donc les esclaves noirs comme étant en effet des êtres issus des races les plus abominables. La tashtari al-abda illa wal-asa ma'ahu. إن العبيد لأجناس مناكيد من علم الأسود المخسي مكرمة أأهله السود أم أذنه وهو في يد النخاس دامية. Ça s'explique en partie par l'héritage de cette traite transsaharienne justement, qui a duré très longtemps et qui continue encore aujourd'hui mais de façon marginale. Non seulement elle dure encore aujourd'hui de façon marginale, mais en plus c'est ce commerce musulman qui a été la base matérielle à partir de laquelle s'est développée la traite européenne. Parce qu'il faut se rappeler que la traite européenne, avant d'être transatlantique, a été méditerranéenne. Il y a eu un transfert de pouvoirs économiques du sud vers le nord à travers la Méditerranée. Il ne faut pas oublier que la caravelle a remplacé la caravane. Le bassin méditerranéen, c'était un grand milieu économique où circulaient toutes sortes de marchandises et des personnes, puisque les personnes étaient des marchandises comme les autres. Et au centre de ce commerce se trouvaient les Juifs. Mais sur ce sujet-là, on va laisser parler les spécialistes. Je cite : « À l'aube des grandes découvertes, les financiers italiens et la diaspora marchande juive sont les grands animateurs de l'économie de frontières entre les rives chrétiennes et musulmanes de la Méditerranée. Les liens familiaux existants entre les communautés juives hispaniques et juives marocaines, mais aussi entre les réseaux marchands juifs et italiens d'Amalfi, Gênes et Venise, la pratique de plusieurs langues, la connaissance des itinéraires, des intermédiaires et la proximité avec les pouvoirs politiques permettent à ces communautés marchandes de contrôler les circuits traditionnels, huile, céréales, étoffes, sucre, or et esclaves, et d'être présents au débouché des routes caravanières médiévales. Les juifs séfarades sont particulièrement actifs dans le commerce à longue distance qui, en coopération avec les intermédiaires arabo-berbères et africains, dessert les ports de Palerme, Majorque, Valence ou Barcelone et du littoral marocain en or et en esclaves. Et c'est aussi les Juifs qui occuperont une place centrale lors de la traite négrière transatlantique européenne, du moins pendant les 200 premières années, pendant l'époque de l'âge d'or de la péninsule ibérique, donc jusqu'en 1640 environ. Jacques Attali est très content et il semble très fier lorsqu'il nous explique qu'en 1648, à Récif, les Juifs étaient très puissants, bien installés, et qu'ils faisaient la pluie et le beau temps sur le marché des esclaves, sur le trafic d'êtres humains, et que les Juifs étaient si puissamment installés que la vente aux enchères d'esclaves était interdite lors des fêtes juives. En fait, les Juifs ont été si centraux dans la traite négrière que ça a constitué l'occasion pour beaucoup
de faire comme s'ils étaient à l'origine même de cette pratique. Comme si une communauté était capable d'imposer à 3 continents en même temps une pratique qui s'est déroulée sur 4 siècles. C'est absurde. Mais admettons que la communauté juive soit si puissante que ça. Et cette résistance de complotistes antisémites, il faut qu'elle abandonne tout de suite, puisqu'elle a affaire à un adversaire omnipotent. En fait, on voit mal comment un pouvoir si puissant, si rusé, serait capable d'être dérangé et d'être mis en danger par des personnes qui l'accusent simplement sur Internet. Ou même ailleurs, ou même qui passent à l'acte. Cette communauté, elle est si puissante qu'il n'y a rien à faire dans ce cas-là. En fait, les analyses judéo-causales, elles font le contraire de ce qu'elles prétendent être. Plutôt que de réduire la communauté juive, en fait, elles l'agrandissent. Plutôt que de voir un opportunisme momentané et efficace, elles voient un machiavélisme planifié. En fait, en fin de compte, le complotisme antisémite, c'est un cirage de pompe qui s'ignore. C'est exactement comme Marx qui reprochait à Victor Hugo d'avoir écrit Napoléon le Petit comme il l'a fait. Victor Hugo, quand il écrit Napoléon le Petit, en fait, il a fait de Napoléon III une grande personne, puisqu'il lui attribue tous les malheurs de la France de l'époque. Donc, il faut rendre les choses à leur place et dans leurs proportions véritables. Les Juifs ont été très actifs dans le commerce d'esclaves pendant les 200 premières années. Mais pourquoi ? C'est tout simplement parce qu'ils étaient d'excellents marchands, d'excellents négociants. Et à cette époque-là, un esclave, c'est une marchandise comme une autre. C'est pas eux qui ont inventé ce commerce. C'est ce commerce-là qui leur préexistait, qui les dépassait, et ils ont réussi à en profiter. C'est pas le juif qui a créé la marchandise, c'est la marchandise qui a créé le juif. Le juif, il n'invente rien, il profite des conditions qui se présentent à lui, comme toute communauté d'ailleurs. Le fait que des juifs se soient spécialisés dans ce commerce-là, et qu'ils y aient excellé, ça n'implique en rien le fait qu'ils l'aient créé, on est bien d'accord. Mais par contre, le fait que les juifs soient prépondérants durant les 200 premières années de la traite, pendant l'âge d'or espagnol et portugais, ça c'est indubitable. Et c'est d'autant plus indubitable que c'est vérifiable, parce qu'à cette époque-là, la traite se pratique majoritairement en Espagne par l'intermédiaire de l'asiento. Qu'est-ce que l'asiento ? Alors petit rappel historique, à l'époque, le Portugal et l'Espagne se sont partagés le monde par le traité de Tordesillas. Et ce traité-là, élaboré avec l'aide du Vatican, stipule que l'Afrique est une propriété exclusive du Portugal. Ce qui veut dire que les Espagnols doivent compter sur les Portugais pour se ravitailler en captifs africains. Les Espagnols ne peuvent pas aborder les côtes africaines avec leurs bateaux, mais ils doivent déléguer cette fonction aux marins portugais. On peut prendre l'exemple d'un certain Antonio Fernandez Elvas, un juif qui était proche de Philippe II. Alors cette personne, entre 1616 et 1625, a fait déporter 37 000 personnes. Justement parce qu'il s'était vu octroyer la convention de l'Asiento. C'est un accord entre l'État espagnol et une personne particulière qui octroie à cette personne particulière, donc un privé, le monopole commercial sur le commerce d'esclaves espagnol. Voilà, donc au nom du royaume d'Espagne, cette personne elle va être capable, elle va avoir la possibilité exclusive de faire le commerce d'Africains pour le royaume d'Espagne. Donc, c'est l'État espagnol lui-même qui choisissait les Juifs pour les hisser au pouvoir, pour mieux les taxer ensuite d'ailleurs. Le Juif, il ne s'est pas subrepticement hissé à la tête de l'État pour parasiter l'État. C'est au contraire l'État qui a mis des élites marchandes puissantes à sa tête ou à ses côtés pour mieux les ponctionner ensuite. Et d'ailleurs, l'histoire juive que nous décrit Abraham Léon très bien, elle nous explique que l'histoire juive se caractérise par justement cette prédation subie de la part de l'État en permanence, parce que l'État s'entoure d'élites marchandes pour mieux les parasiter, pour mieux les ponctionner. Donc la réponse est non. Les Juifs ne peuvent pas être considérés comme étant responsables de l'intégralité de la traite transatlantique. Ce sont des commerçants qui n'ont fait que de profiter d'une réalité sociale qui existait déjà et qui les dépassait. Tout au plus, ça a été une avant-garde historique, mais à condition d'oublier qu'il y avait une traite arabo-musulmane bien avant, qui existait avant la traite transatlantique et avant la traite méditerranéenne. Et à condition d'oublier que la religion n'explique pas tout, parce que la religion musulmane est aussi une religion à l'esprit commercial. Et en plus, ultime argument,
l'intensité de la traite, elle s'intensifie au cours des siècles. Pendant les 200 premières années, donc pendant la période qui nous intéresse, la période pendant laquelle les Juifs sont au centre, il y a très peu de trafic d'esclaves par rapport au reste de la traite négrière. Pour se faire une idée, si on prend la période qui va de 1500 à 1650, il y a environ 800 000 déportations d'Afrique vers l'Amérique, donc sur 150 ans. Mais de 1700 à 1850, donc aussi sur 150 ans, on a plus de 8 millions de déportations. Donc 10 fois plus. Et pendant cette deuxième période où on déporte 10 fois plus, la communauté juive, elle a totalement perdu de son importance. Mais ce qu'il faut se rappeler, encore plus important, c'est que l'importance de la communauté juive, non seulement elle varie au cours du temps, mais en plus, en fonction des pays dans lesquels on se trouve. Parce qu'en Espagne et au Portugal, ils sont presque omniprésents, d'accord, mais lors de la traite britannique, ils sont absents. Pour le cas hollandais, ils sont présents, mais ils sont minoritaires. Et pareil pour le cas français. On cite souvent le Code noir comme une preuve, le premier article du Code noir, comme une preuve de la puissance des Juifs dans cette traite négrière française. Mais si c'était le cas, s'ils étaient si omniprésents, le pouvoir royal ne se serait pas assis sur une telle source de revenus. En fait, cet article, ce premier article du Code noir, plutôt que de prouver la puissance du Juif dans la traite, au contraire, il la relativise. Et comme l'a bien dit Frédéric Régent, le Code noir, avant toute chose, par-delà toutes les légendes, c'est avant tout une réaffirmation du pouvoir royal, donc catholique, sur ces colonies. Et d'ailleurs, en parlant de religion, l'éthique protestante du travail n'a rien à envier à l'éthique juive du commerce.